Voilà, waarde collega's, chers collègues, nous allons commencer notre commission. Juste préciser d'emblée, donc, je souhaite d'abord la bienvenue à toutes et à tous, mais que conformément à notre règlement, donc le public à qui je souhaite la bienvenue n'est pas autorisé à s'exprimer de quelque manière que ce soit, pour des raisons évidentes de bonne organisation, donc vous le comprendrez. Donc, on va vous demander ni applaudissements, ni sifflets, mais soyez les très bienvenus. Alors, c'est une commission évidemment tout à fait particulière que celle d'aujourd'hui, puisque elle fait suite quelque part à un très long processus, puisque ça fait maintenant plusieurs années qu'au sein du Parlement, nous débattons de l'avenir du secteur. Il a semblé important à cette commission d'auditionner un certain nombre de personnes justement du secteur par rapport notamment au plan que le gouvernement propose. Je vais vous demander à chacune et à chacun, en ce compris les parlementaires, de bien vouloir être aussi concis que possible afin qu'on puisse s'exprimer, que chacun puisse donner ses positions et formuler ses différentes questions. Voilà, je vous remercie. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par Monsieur Bouchal, qui est... Pardon ? Voilà, oui, Monsieur Bouchal donc n'est pas venu les mains vides. Non, on va le faire. Donc il est venu les bras chargés de cadeaux, et donc chaque parlementaire va recevoir le rapport que Monsieur Bouchal souhaite vous communiquer. Et donc Monsieur Bouchal, écoutez, soyez le bienvenu. Et c'est vous qui allez ouvrir le bal, pardon. Nous vous écoutons. Oui, et on va demander à messieurs les photographes de bien vouloir prendre juste un tout petit peu de distance. Il n'y a qu'en français, Monsieur Bouchal. Oui, c'est en français. Oui. C'est en français. Oui. Voilà, je vous en prie, Monsieur Bouchal, allez-y. Bien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, nous vous remercions pour cette audience qui va nous permettre de vous donner notre analyse concernant la situation du taxi à Bruxelles. Je suppose que lors de la séance des questions-réponses, je pourrai m'exprimer sur le pourquoi de notre opposition à ce plan, à la suppression des licences, à la fermeture de plus de 700 entreprises, ce qui entraînera le plus grand plan social à l'échelle de la région, avec pour originalité que les licenciements collectifs, soit 1220 personnes, n'auraient pas été décidés par des chefs d'entreprise, mais par un ministre. De l'aveu même du ministre de la Mobilité, qui se présente d'ailleurs comme le champion de la concertation, alors que l'organe officiel au sein duquel celle-ci doit avoir lieu a été boudé 2 longues années durant, de l'aveu même du ministre, disais-je, la situation du secteur est mauvaise. Si le secteur doit nettoyer devant sa porte, l'administration, la région, le ministre de la Mobilité ne peuvent pas s'affranchir de leurs responsabilités. M. Smet est aux manettes depuis 8 années, au total, soit une législature et demie. La mauvaise situation qu'il constate et qu'il décrit, il en est en partie l'artisan aussi. Il y a pourtant de bonnes choses, au rang desquelles je voudrais citer l'intermodalité avec la STIB, le collecto qui a permis aux usagers de se déplacer la nuit à prix modique, tout en permettant à l'intercommunal des transports publics de faire des économies sur les bus Noctis, les taxibus PMR qui ont permis aux personnes à mobilité réduite de gagner énormément en autonomie, le raccompagnement des agents STIB et SNCS qui terminent leur service tard la nuit. Toutes ces bonnes synergies, il faut les saluer, les accentuer, les améliorer, et on les met volontiers à l'actif du ministre. À mettre à l'actif de la profession, les énormes progrès et l'accent mis sur l'innovation au service du public et du chauffeur, quoi qu'en disent nos détracteurs qui aiment nous dépeindre comme des technophobes en perpétuelle stagnation, ce qui est évidemment le contraire de la réalité. Mais d'un autre côté, la situation n'est pas reluisante. Un problème endémique de rentabilité qui a fait l'objet de 2 études commandées par l'administration, mais qui, hélas, n'ont abouti sur aucune action concrète, aucune suite quant aux recommandations pourtant qualifiées d'urgentes dans les 2 cas il y a plusieurs années d'intervalle. La dernière étude a remis ses recommandations en 2013, je vous en ai fait remettre copie, c'était l'étude Rebelle. Vous verrez que le plan SMET va à l'exact opposé de ces recommandations. Une information qui vous surprendra peut-être, Bruxelles est après Liège la ville où le taxi est le moins cher dans le royaume, alors que nos frais de fonctionnement sont sans doute les plus élevés. La politique du recrutement est terriblement pénalisante en région bruxelloise, en comparaison avec nos collègues du nord et du sud du pays qui se voient, eux, confier la formation et le recrutement, alors qu'à Bruxelles,
depuis plusieurs années, sous prétexte d'être qualitative, cette politique du recrutement confiée à l'administration s'est avérée plutôt disqualifiante, avec des taux de réussite, tenez-vous bien, messieurs, dames, allant parfois jusqu'à 0% de reçus. Dans une ville où le chômage des jeunes, peu ou pas qualifiés, est pléthorique, ce public constitue pourtant la cible du recrutement des entreprises de taxi. Et malgré tout, nous ne parvenons pas à recruter. Au final, les tracasseries, les procédures ont pénalisé autant ceux qui cherchent du travail que ceux qui cherchent à embaucher, poussant une grande partie des déçus dans les bras des plateformes, sous le statut de faux indépendants, où il suffit d'un clic sur un smartphone pour devenir chauffeur prétendument professionnel. Tout ceci aboutit sur un déséquilibre entre l'offre de l'emploi et le nombre de candidats disponibles à l'embauche, et donc beaucoup de véhicules taxis restent aujourd'hui au garage, faute de chauffeurs à mettre derrière le volant. Pour mettre à la disposition du public les 1270 taxis bruxellois, il faudrait recruter environ 500 chauffeurs. Cette situation est très bien connue du cabinet, et ceci depuis plusieurs années. Je vous invite à consulter l'annexe numéro 2. Il s'agit d'un article de la Libre qui date de 2005, où le ministre, plutôt que d'apporter des réponses, nous rétorque que nous nous lamentons et que les chauffeurs sont des arnaqueurs. On y avait déjà droit. Le ministre dit maintenant vouloir mettre le chauffeur en position de force. Mais la pénurie de main-d'œuvre dans notre secteur le met déjà en position de force. Il y a aujourd'hui tellement de places vacantes dans le secteur du taxi qu'un chauffeur insatisfait de ses conditions de travail et qui se sentirait bafoué dans ses droits n'aurait aucun mal à quitter un patron indélicat, dont je ne conteste pas qu'il en existe évidemment, et retrouverait dans l'heure qui suit un volant ailleurs. Mais hélas, on préfère plutôt fermer 700 structures plutôt que de faire les contrôles nécessaires et qui s'imposent. On parle aussi du manque de transparence dans notre métier, un sujet qui est directement lié au précédent. Dans la première mouture du plan, à peu de choses près, tout ce qui concerne la transparence a emporté l'adhésion de la majorité des organisations professionnelles. Nous avons nous-mêmes plaidé la fin de l'hypocrisie qui entourait les cessions des licences, ce qui a abouti sur un arrêté en 2013 reconnaissant la valeur marchande de celle-ci et la mise en place d'une commission des cessions. Je vous renvoie à l'annexe 3 et rends grâce à Mme Growels pour cette réalisation. Mais ne nous l'aurons pas. Les méthodes qui flirtent avec les limites de la réglementation, voire parfois les transgressent, ne pourront être efficacement combattues que si l'on remplace la logique de la punition collective qui nous est si souvent appliquée par la mise en place, des conditions qui permettent d'atteindre la rentabilité, des correctifs qui colmateront les brèches de la réglementation dont certains se servent pour la contourner. Les outils juridiques existent pour cela. On se demande d'ailleurs pourquoi ils ne sont pas mis en œuvre. Des contrôles nécessaires des règles par tous les acteurs sur la voie publique. Or, malheureusement, que devons-nous constater depuis le début de cette législature? Eh bien, un secteur livré à l'anarchie la plus complète. Je vous renvoie à l'annexe 4 et je vous demande de la lire attentivement puisqu'elle émane d'un officier de police spécialisé dans le contrôle du transport rémunéré de personnes et qui doit constater que les plateformes qui incitent leurs chauffeurs à obtenir des autorisations limousines en Flandre et en Wallonie, où les administrations distribuent celles-ci à tour de bras, déversant ainsi un flot continu et toujours plus important de voitures de location avec chauffeurs dans notre région, qui en réalité viennent toutes faire du taxi déguisé à Bruxelles. Avec, si ce n'est la bénédiction du ministre, au moins une absence de réaction ostensible. Sachant parfaitement que ce laisser-faire, ce chaos qu'on a laissé s'installer dans le transport rémunéré de personnes, affaiblira et à terme mettra sur le flanc un secteur que d'aucuns souhaiteraient voir disparaître au profit d'autres, que l'on nous vend volontiers comme plus vertueux, alors même que les agissements de ceux-ci viennent chaque semaine nourrir les pages de nos quotidiens, un scandale faisant place au suivant. Et pourtant, c'est à nous que notre ministre réserve ses mots les plus durs. Et quand je dis secteur, messieurs, dames, j'englobe le taxi et le secteur historique de la limousine, dont on parle peu, mais qui est terriblement touché, à tel point que ceux-ci ont décidé récemment de rejoindre notre front commun. La qualité du service, très importante évidemment. Le souci du client est pour nous crucial, quoi qu'en disent certains. Le tableau que le ministre trace du secteur est hélas trop souvent caricatural et sans nuance. Nous avons à maintes reprises imploré l'administration et le cabinet de nous aider à assainir notre profession en appuyant nos initiatives. Nous nous sommes heurtés au mieux à un aveu d'impuissance, au pire à une absence de volonté. Nous avons pourtant travaillé avec les services de l'administration, du moins avec ceux qui sincèrement souhaitaient faire avancer les choses pour améliorer le cursus des candidats chauffeurs, revoir la politique du recrutement. Nous avons travaillé sur un projet de taxi académie. Donc tous ces travaux ont abouti sur un projet d'arrêté qui, hélas, depuis
plus d'1 an, prend la poussière dans les tiroirs du cabinet. On nous fait bien comprendre par divers canaux que soit on dit on dit oui à tout ce que propose le ministre, soit il ne bougera pas le petit doigt pour améliorer la situation. Pire, il la laissera pourrir jusqu'à nous mettre tous à genoux. Ajoutons à cela que, suite au départ à la retraite de Mme Popescu, ancienne directrice, et à l'arrivée d'un directeur intérimaire, un coup d'arrêt net a été imposé à toute collaboration et à tous. Je voudrais clore ce sujet sur la qualité du service et tordre le cou à un procès qui nous est fait trop souvent injustement par les chiffres suivants. En 2016, 427 plaintes sur plus de 5 millions de trajets. Et comme tout le monde ne porte pas plainte, multiplions ce chiffre de 427, non pas par 10, non pas par 100, multiplions-le carrément par 1000. Eh bien, ça ferait encore, mesdames et messieurs, 7 plaintes sur 100 trajets. Et sans verser dans l'autosatisfaction, je trouve que 93% des trajets qui se passent à la satisfaction du client, eh bien, ce n'est pas un si mauvais bilan que cela. J'espère que ces chiffres relativiseront les choses, que l'hystérie et le tous pourris, dont vous êtes aussi parfois, mesdames et messieurs les députés, victimes, n'entraîneront pas certains raisonnements simplistes qui pourraient, si l'on les pousse à l'absurde, réclamer pourquoi pas la fermeture de ce Parlement. Enfin, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, nous pensons que les usagers ont droit à un service d'intérêt public garantissant le service universel et pratiquant des prix abordables, fixés par l'autorité, et non pas du surge pricing, en fonction du prix de revient. Nous sommes résolument tournés vers l'avenir et l'innovation, mais de notre point de vue, l'innovation ne doit pas être le prétexte pour imposer un état de fait, un état de droit. Elle ne vaut que si elle profite à tous, qu'elle ne laisse personne sur le bord de la route, et qu'elle constitue un réel progrès et non une régression sociale, comme le propose ce plan. Je vous remercie. Merci, Monsieur Bouchel, et merci de vous être tenu au temps imparti. Monsieur Lescaut, pour le Front commun syndical, je vous en prie. Alors, d'abord, permettez-moi de vous remercier de me recevoir ce jour. Mon exposé va être beaucoup plus bref que celui de mon collègue Sam Bouchel, mais j'espère qu'il sera complété lors de l'échange des questions-réponses qui suivra. Je voudrais d'abord commencer par un petit rétroacte. Voici 2 ans que plus aucune réunion du comité consultatif n'a eu lieu, suite à notre désaccord sur le premier plan taxi. Malgré cela, le secteur a continué sa révolution de rénovation du secteur, prise de conscience du secteur, qui s'est rendu compte que toute l'opacité qui se trouvait en place devait être effectivement à un certain moment revue, éclairée. Pendant ce temps, un nouveau plan était en préparation chez le ministre Smet. Nous sommes alors convoqués le 19 avril 2017 à une réunion du comité consultatif, suite aux fuites dans la presse, dont on ne sait qui a fuité, pour une présentation du plan taxi qui se révèle en fait être une note d'intention. Au cours de cette réunion, nous sommes informés par le ministre que le plan sera présenté pour être approuvé par les autorités politiques avant les vacances d'été. Waouh, quelle précipitation après 2 ans d'absence. Nous nous posons alors la question de savoir comment le secteur, dans son ensemble, pourrait donner un accord alors qu'il n'a pas l'ordonnance complète. Vous savez comme moi que dans les contrats d'assurance, c'est souvent les petites clauses qui sont les plus importantes, et là on n'est déjà pas d'accord sur les grosses clauses, donc on a un gros problème. Nous réclamons un temps minimum pour pouvoir en débattre et émettre nos questions, avis et ou requêtes. Nous craignons au sein du Front commun, qui entre nous est complètement contre nature, d'avoir des organisations syndicales dans un Front commun avec des employeurs, mais qu'effectivement, on nous a permis de faire et on nous a même obligés à le faire quelque part, puisque c'était l'ensemble du secteur qui était voué à une mort certaine, salariés, indépendants, compagnies de taxi. Le Front commun, alors rejoint par les limousines, travaille sur cette note. Nous attendions un PV du comité consultatif du 19 avril qui n'arrivait pas. Le ministre estimant qu'on ne faisait pas de rapport intermédiaire pendant une négociation. Et voilà que d'une présentation d'une note, on se retrouve à une négociation. Comité consultatif créé et reconnu par arrêté au moniteur belge et qui exige donc un PV pour chaque réunion, me semble-t-il. Mais enfin, venons-en au plan. Nous sommes convaincus que le projet n'est pas viable avec des travailleurs salariés. Car, si l'on oblige les écuries à remettre les licences à l'administration, elles vont arrêter leurs activités, licencier les travailleurs. Pourquoi est-ce qu'elles continueraient à prendre des risques d'entrepreneuriat pour demain? Dites-moi. On nous dit que les travailleurs pourront s'organiser en coopérative. Mais comment faire en sorte que cette dernière soit rentable
Quand on sait que pour gagner sa vie et ne pas être payé au SMIC, 1 590 € et un petit chose après la virgule, brut par mois, un chauffeur doit faire une recette moyenne de 225 € par jour. La moyenne des recettes aujourd'hui du secteur est de 180 € par jour. Prendrez-vous la responsabilité de ces faillites à court terme et à moyen terme? Le choix d'être indépendant n'est pas donné à tout le monde. Il doit être personnel et motivé. Il y a un montre entre un contrat de travail avec un entrepreneur qui prend les risques et son travailleur qui exécute le travail, mais sans risque financier. C'est la règle même d'un contrat de travail. Et là, on nous dit, non, ce seront des indépendants dans la globalité qui vont arriver, ou en tout cas, on les forcera à arriver à ça. Et on se rend compte que l'indépendant, lui, devra prendre absolument tous les risques, devra gérer ses véhicules, devra gérer toute la paperasse, les assurances, tout ce qui va avec. C'est pas donné à tout le monde. Tous les gens qui sont dans le taxi ne sont pas nécessairement capables, demain, d'être indépendants. Pas que les gens sont idiots, pas que les gens sont des imbéciles, mais tout le monde n'a pas cette vocation et cette capacité. Nous sommes convaincus que si les autorités compétentes avaient fait appliquer la loi pour tous, nous ne serions pas ici à débattre d'un secteur complètement diabolisé. Lors de la négociation du premier plan, il avait été démontré et reconnu par tous la pénurie de chauffeurs dans le taxi. Mais absolument pas, donc on avait décidé qu'il manquait des chauffeurs, nous n'avons jamais reconnu, personne, dans aucune des enquêtes qui a été faite, le fait qu'il n'y aurait pas assez de véhicules à Bruxelles. Et là, on se rend compte de quoi? Qu'on veut augmenter le nombre de véhicules. Rentabilité. Aujourd'hui, nous constatons que toutes les études faites auparavant ont été balayées et que le plan a pris un virage à 180 degrés. Nous sommes convaincus que le secteur va vers une libéralisation totale dans les années à venir et que les maîtres du jeu seront les plateformes et les centraux téléphoniques. Plus il y aura de taxis, plus leur marche sera bénéficiaire. Sans prise de risque sera bien sûr importante, et ce, peu importe la recette et la viabilité du taximan abonné. Avec ce plan, le secteur va revenir 50 ans en arrière avec des journées de plus de 12 heures pour pouvoir survivre. Où est l'évolution positive? Modernité, oui. Esclavagisme, non. Lorsqu'on se rend compte que l'on pourra rendre son véhicule anonyme, le retrait du Spoutnik, c'est en vraiment mis un petit peu caché dans la note, mais c'est dedans, on ne peut penser qu'aux nouveaux négriers du secteur, déjà condamnés et qui aujourd'hui ont trouvé une autre entrée pour revenir sur Bruxelles avec la complicité de certains appuis politiques, qu'ils soient volontaires ou involontaires. On prévoit une possibilité d'augmenter les prix jusqu'à 250%. Pourquoi? Sinon pour faire la part belle aux plateformes et centraux. Prenons un exemple qui, je l'espère, vous fera bondir. Si un attentat comme celui de Tristor Mémoire devait survenir, au lieu de transporter les gens gratuitement, on les fera payer 250% plus cher? Cela est purement inacceptable. Pourquoi une augmentation devait être proposée alors que le discours ambiant est que le taxi est trop cher? Enfin, entendre que l'on va auditionner des plateformes et centraux qui ne sont donc pas des taxis et qui vont faire fortune sur le compte des travailleurs, vrais ou faux salariés, vrais ou faux indépendants, démontre la ligne prise par les auteurs et défenseurs de cette note. Nous demandons que l'on puisse prendre le temps nécessaire et développer un vrai plan taxi en appui des services publics qui eux-mêmes doivent être renforcés. Merci de votre écoute. Merci, Monsieur Lescaut.